Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour et bon début de week-end déjà. Nous sommes vendredi, pas seulement vendredi, nous sommes le 11 juin. 11 juin, pour certains, c'est une grande date pour les fans de sport, parce que le 11 juin marque le début officiel de la Coupe d'Europe des Nations. Et dans 2 jours, on va lancer officiellement la Copa América. Ce n'est pas encore l'heure de la rubrique sportive, mais ce matin, ça va parler sport à la rubrique Le Point. Il faut lancer la journée parce que Métropole est sur la balle. Woody Gougemont, bonjour. Salut Luc Nergaro et puis bonjour à tous, très content de vous retrouver et merci aussi pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir. On va parler sport, football ce matin parce qu'on a 2 grands rendez-vous. L'Euro d'un côté et la Copa América de l'autre. Métropole sera sur les 2 terrains. Oui. Évidemment, on va commencer par ça. Est-ce que l'équipe est déjà constituée? Oui, l'équipe est constituée. Maintenant, ça va être du lourd, franchement, parce qu'il y a de bons commentateurs, des gens capables de faire du play-by-play, d'autres avec un petit aspect historique, comme John Sherry, pourquoi pas. Il y a Grégory Bleuciel qui fait des commentaires toujours sensés, posés. Il y a Clavéus, le petit nouveau de l'équipe, qui aime bien faire du bruit. Et puis, moi qui est là pour faire les analyses et de temps en temps aussi les commentaires. Voilà, donc c'est parti pour un mois de football, un mois de sport, un mois de plaisir sur Métropole. Avec cette équipe, vous l'avez dit, ce sera du lourd. Maintenant, commençons par l'Euro qui va se dérouler dans 10 villes à travers l'Europe. C'est pour les 60 ans de cette compétition. Oui. Et ce choix, comment l'UEFA l'explique? C'était pour célébrer un petit peu le continent européen. C'était pour marquer le coup. C'était une proposition de Michel Platini à l'époque. Sauf que maintenant, vu le contexte sanitaire, ça n'a plus tellement de sens. Il faut savoir que cette décision a été prise lorsqu'on ne connaissait même pas l'existence du coronavirus. Sauf qu'aujourd'hui, à une période où on veut éviter d'étaler ce virus, on va jouer donc dans différentes villes, parce que c'est comme ça que ça a été organisé. Donc, disons que ça a peut-être du sens, vu que c'est un événement, c'est pour marquer l'anniversaire de la Coupe d'Europe, mais sur un plan sanitaire, c'est sûr que ça va à l'encontre de toutes les mesures qui ont été prises récemment en Europe. Il n'y a pas eu de changement de ce côté, mais pour Copa América, on a eu des changements. On va en parler, notamment par rapport au pays qui doit recevoir cette compétition. Mais maintenant, allons faire un travail pédagogique. Woody, quand on parle de Coupe d'Europe des Nations, on parle de quoi? Alors, on parle des meilleures nations, en tout cas du continent européen, qui se rencontrent. On l'appelle souvent la petite Coupe du Monde, parce que si tu y ajoutes en fait les équipes sud-américaines, tu peux dire vraiment que tu as niveau Coupe du Monde. Je parle surtout du Brésil, de l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, pourquoi pas. Mais là, des observateurs aussi considèrent que cette Coupe d'Europe est plus difficile que la Coupe du Monde, parce qu'en Coupe du Monde, tu peux rencontrer l'Arabie Saoudite, l'Iran, des nations, je dirais, plutôt inférieures footballistiquement parlant, alors que l'Euro, en général, il n'y a que du lourd. Donc l'Euro est une compétition extrêmement prestigieuse, qui signifie beaucoup, bien que lorsqu'elle a été créée, elle a suscité la polémique. Mais bon, c'est toujours comme ça, quand on vient avec de nouvelles idées, notamment dans le monde du sport, ça crée souvent la polémique. Et ensuite, l'UEFA a coiffé ce championnat. Et je dois dire, oui, que c'est une compétition extrêmement intéressante. Bien qu'avec la formule cette année, par exemple, on ne verra pas d'identité par rapport à l'événement. On se souvient de l'Afrique du Sud, la Coupe du Monde, par exemple, elle avait un parfum africain. On se souvient de la Coupe du Monde en Corée-Japon, par exemple, c'était un parfum asiatique. C'était quelque chose de spécial. Tandis que là, avec autant de villes, forcément, il n'y aura pas ce parfum-là. Mais en tout cas, l'Euro, c'est très difficile. C'est aussi difficile, par exemple, de pronostiquer un vainqueur, parce qu'il y a beaucoup de très grandes équipes. Et il se peut également que ce soit un outsider qui l'emporte, comme en 2004, avec la Grèce notamment. Donc franchement, on a hâte, parce que ça va être du beau football. Ok. Et vous l'avez dit, c'est quand même 10 villes de différents pays. Là, je vois Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest. C'est beaucoup de villes de différents pays, donc ça va être compliqué. Comment expliquer la présence d'autres pays qui ne soient pas d'Europe dans cette compétition? Bon, c'est pas la Coupe de l'Union européenne, c'est pour ça. Donc c'est en fonction de la confédération à laquelle la nation appartient. Donc si on prend la Turquie, par exemple, elle appartient à la confédération européenne, mais elle n'appartient pas à l'Union européenne. Donc disons que l'UEFA n'est pas l'Union européenne, tout simplement. Ok. Et maintenant, comment les équipes sont choisies? Est-ce qu'il y a eu
présélection, il y a eu, comme on fait pour la Coupe du Monde, pour se qualifier, il faut d'abord qu'il y ait un tournoi. Comment se passe Oui, effectivement, il y a eu un tournoi de qualification qui reste quand même extrêmement difficile, même si parfois dans un groupe, tu peux avoir des petites nations comme le Luxembourg, le Liechtenstein, je veux dire des nations qui sont faciles à battre, mais il faut quand même aller se qualifier. Et ça, c'est pas forcément une partie de plaisir pour toutes les nations, parce qu'il y a des grandes nations qui peuvent rester sur le carreau, ça s'est déjà vu précédemment. Mais là, on peut dire que ce qui fait la saveur de cet Euro 2020, qui se déroule en 2021 à cause de la situation sanitaire, c'est que les grandes nations sont vraiment toutes au rendez-vous. Donc Italie, Pays-Bas, la France, bien sûr, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, elles sont toutes là. Donc il n'y a pas d'absent, je dirais, de marque dans cette compétition-là. Donc je vais dire franchement que les grandes nations ont toutes respecté leur rang dans le tournoi de qualification. Donc ça promet, on a de belles équipes, on peut avoir une belle ambiance durant ce mois. Ouais, bon, ambiance, ça on verra bien, parce que ça va dépendre du nombre de spectateurs. Je pense que la jauge est fixée à 5000 pour l'instant. Ça pourrait monter en fonction de l'évolution de la situation, puisqu'avec le vaccin qui est mis en place, ça rassure quand même pas mal les populations. Même s'il est contesté, bien sûr. Mais en tout cas, en termes de niveau, c'est sûr que ça va être très, très intéressant. Parce que si tu prends par exemple même une équipe comme la Turquie, qui a fait énormément de progrès, c'est une équipe extrêmement difficile à battre. Ils ont des joueurs comme Yazidche, comme Bouraki Yilmaz, qui sont âgés, mais qui sont très performants. Donc, je considère vraiment que dans cet Euro, il n'y a que très peu d'équipes faibles. Déroulement maintenant. Est-ce que c'est comme la Coupe du Monde, premier tour, deuxième tour, quart de finale, semi et finale? Est-ce qu'il y a autant d'équipes pour toutes ces phases? C'est exactement ça. J'aurais pas dit mieux de toute façon. C'est exactement ça. Donc une phase de poule, une phase de groupe dans laquelle les deux premiers seront qualifiés pour la suite de la compétition, quart de finale, demi, et puis finale. Et ce qui est intéressant dans cette formule, on va dire pour le moment, il n'y a pas de changement prévu à l'avenir, Dieu merci. Ce qui est intéressant, c'est que ça te donne vraiment le parfum d'une Coupe du Monde. Ça donne vraiment le parfum de la Coupe du Monde. Et comme je le dis, en fait, à l'Euro, la seule chose qui manque, c'est Brésil-Argentine. Et là, on pourrait dire carrément, on a une Coupe du Monde. Sans faire offense aux autres pays, bien sûr. Mais ouais, l'Euro, avec cette formule, en tout cas, a véritablement un parfum de World Cup. Et elle gagne en prestige, même si, en pile observateur capable de dire que les meilleures Coupe d'Europe, c'était dans les années 96, 2000. 2004, ça a été un petit peu spécial avec la Grèce. Donc, beaucoup d'observateurs voient un petit peu une régression par rapport au prestige de la compétition, alors que dans le même temps, le niveau augmente énormément. Mais on sait comment c'est, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était mieux avant, ce qui n'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des équipes phares, des équipes qui peuvent être considérées comme favoris ou il y a de ces équipes qui peuvent créer la surprise, qu'on est encore dans l'Euro? Il y en a. Maintenant, c'est difficile de dire qu'il n'y aura pas de surprise parce que je pense que l'exemple qui a frappé le monde du football, c'était en 2004, lorsque le Portugal a organisé l'Euro et que la Grèce arrive jusqu'en finale après avoir éliminé de grandes nations de football et puis il l'emporte face au Portugal chez lui. Donc depuis ce temps-là, on est toujours méfiant au moment de donner des favoris. Mais maintenant, je vais parler au nom des bookmakers. Les bookmakers, en fait, sont ceux qui fixent les cotes. La WAP Paria, je ne sais pas qu'on est sous la donne, mais quand tu fais un pari, en fait, il y a des cotes qui sont fixées par des statisticiens, des spécialistes du football. Donc, selon les bookmakers, le favori de l'Euro 2020, c'est l'équipe de France. Ensuite, en seconde position, vient l'Angleterre. Ensuite, il y a des nations comme l'Allemagne, comme la Belgique, qui sont notamment citées. Donc, dans les 5 grands favoris, il n'y a pas, par exemple, la Belgique, il n'y a pas de Croatie, il n'y a pas d'Italie. Alors que ces équipes-là peuvent vraiment jouer les troubles faits dans cette compétition-là. Par exemple, l'Italie, pas jamais une équipe facile pour jouer. Quand l'Italie est favori, déjà, ils sont très forts. Mais quand ils ne sont pas favoris, c'est pas facile non plus parce qu'ils n'ont pas de pression du tout sur le dos. Donc, selon les bookmakers, c'est l'équipe de France et très proche ensuite l'équipe d'Angleterre qui sont les favorites du tournoi. Maintenant, si je parle d'un plan personnel, j'ai jamais vraiment apprécié lorsque l'équipe de France a été placée comme étant favorite d'un tournoi. Pour une raison qui est très simple, c'est sur la le plan... grosse tête.
Hein? Elle a la grosse tête et elle perd le contrôle. Oui, peut-être. Et c'est la maladie de pas mal de nations, il faut l'avouer quand même. Mais lorsque l'équipe de France est favorite, par exemple, n'est pas favorite, on regarde en 98, ils gagnent la Coupe du Monde. En 2002, ils sont favoris de la Coupe du Monde. Ils se font éliminer au premier tour. En 2006, ils ne sont pas favoris du tout. Et ils vont jusqu'en finale. En 2018, ils ne sont pas favoris, ils l'emportent. Par contre, en 2016, ils font partie des grands favoris dans l'Euro organisé en France. Ils le perdent en finale contre le Portugal. Donc, l'équipe de France n'est pas une nation, je dirais, qui assume facilement ce statut de favori. Peut-être effectivement pour une question de grosse tête. Mais si je peux me permettre, je vais faire un petit parallèle avec la sélection haïtienne, puisque c'est Haïti-Nouillet. Par exemple, Haïti va affronter le Canada dans une double confrontation. Et moi-même, Tevlé pour y affronter le Canada, même si je n'ai rien à dire, ça se décide sur le terrain. Mais je ne voulais pas qu'il rencontre le Suriname, parce que si tu rencontres le Suriname, ou qu'arrivé dit, bon, donc les chances, c'est Suriname, c'est pas Canada. L'IPI facile, et du coup, tu peux avoir moins de motivation, plus de confiance, trop de confiance. Peut-être une grosse tête, mais ça va dépendre des joueurs, tu vois. Et donc, du coup, je suis content que les Grenadiers, je sors un petit peu du thème, mais c'est juste pour faire le parallèle. Yeah, on a compris. Je suis content que les Grenadiers affrontent le Canada parce qu'ils vont être surmotivés. Et ils ont déjà battu le Canada à la Gold Cup, donc franchement, je suis très, très satisfait. Et en fait, l'équipe de France, c'est un petit peu dans le même domaine, si on veut, parce que s'ils sont favoris, ils jouent contre l'Allemagne, ils risquent d'avoir des problèmes. Mais par contre, si on les met dos au mur et qu'ils sont donc outsiders, ils risquent de faire un bon match. Ils ont quelque chose à prouver. Voilà, exactement. Donc, je vais te dire que l'équipe de France favori selon le bookmaker, ça peut se comprendre sur le papier, mais très sincèrement, je ne pense pas que ce soit un statut qu'ils vont aimer. Est-ce que la France est favori parce que la France a gagné la dernière Coupe du Monde ou la France est favori parce que la France a fait un bon tournoi pré-qualification? Les deux, et aussi la qualité de l'effectif. Bien sûr, ils sont champions du monde sans avoir forcément brillé dans le jeu. Ça, ils ont reçu pas mal de critiques, on le comprend. Ensuite, le groupe est très fort. Il faut savoir, en attaque, il y a des phénomènes comme Antoine Griezmann, comme Kylian Mbappé, comme Benzema qui a fait son retour. Ça, c'est un autre débat également, le retour de Benzema. Il n'est pas blessé, Benzema? Il a pris un coup dans la cuisse, mais maintenant il est remis, il sera là. Donc, il n'y a pas de souci. Il est juste sorti par précaution lors du match contre la Bulgarie. Mais c'est un arsenal offensif qui est extrêmement intéressant. Mais il y a un équilibre mental dans cette équipe qui n'est pas certain. À cause de, notamment, Kylian Mbappé, qui veut absolument jouer avec Benzema. Parce que quand il joue avec Benzema qu'on allait à droite, à gauche, derrière. Donc Mbappé pour prendre sa place en pointe. Mbappé aimait jouer en pointe, même si c'est pas là que le brillant est vrai, tu vois. Alors que si c'est Giroud comme campé en pointe, et du coup Mbappé ne peut pas prendre la place devant. Et c'est pour ça qu'il y a une ambiance assez froide en ce moment entre les deux. Le sélectionneur a essayé de régler ça. Mais c'est pour ça que favori, oui, mais j'ai mis des doutes sur le plan mental, sur la stabilité du groupe. Mais en tout cas, c'est clair qu'ils ont de la qualité, mais il y a d'autres nations qui ont de la qualité. Si tu prends le Portugal, par exemple, moi-même estimé que Portugal 2021 est plus fort que le Portugal 2016 qui a remporté l'Euro. Parce que tu as des jeunes qui ont énormément progressé, sans compter qu'ils ont une équipe en plus des moins de 21 qui vient faire une finale de l'Euro moins 21, donc une génération qui arrive qui est extrêmement forte. Et donc, favori, oui, mais ce n'est pas toujours le favori qui l'emporte. Alors, Ronaldo sera avec le Portugal? Effectivement. C'est décidé. Peut-être l'un de ses derniers tournois. On ne sait pas ensuite s'il va durer jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. En tout cas, les observateurs l'espèrent, les fans également. Mais Ronaldo sera là, entouré d'une jeune génération qui est passionnante, avec Ruben Dias en défense, qui est pour moi actuellement le meilleur défenseur central du monde, avec Diogo Jota qui brille notamment actuellement, et avec Renato Sanchez notamment qui est champion de France avec Lille, devant le Paris Saint-Germain. Donc ils ont de très très bons joueurs, les Portugais. Alors, Oudi, avant de marquer la pause et de revenir pour parler Copa América, allons voir à la clé, il y a quoi? Il y a un titre, trophée, et est-ce que vous avez d'autres détails en termes d'argent ou tout le reste? En termes de classement, c'est clair qu'au niveau des classements des nations, ce qui est très important pour l'avancement, si tu l'emportes, tu risques d'être très bien placé. Donc c'est une très bonne chose. Quand tu es bien placé, tu peux avoir ensuite
tu deviens une espèce de tête de série et du coup, dans les phases de qualification à venir, tu risques d'être favorisé. Donc c'est une très bonne chose. Ensuite, bien sûr, il y a une gratification qui est ensuite redistribuée en partie aux joueurs, puisque en général, les fédérations, même si ce n'est pas le cas pour tous les pays, mais les fédérations redistribuent au football amateur. Ce qui est également important pour le développement, pour la formation. Donc, gagner le trophée, dans tous les sens, donne de la visibilité, du prestige, et permet également à certains joueurs, je dirais, de décrocher d'autres contrats. Ça permet également au club, par exemple, si tu as un joueur qui vient d'arriver, qui est arrivé l'année dernière pour 10 millions d'euros, je donne un exemple, il vient de remporter l'euro, sa valeur monte. Donc pour les clubs aussi, il y a pas mal à gagner. Pour les télévisions, il y a de l'argent à faire. Tout le monde a gagné en fait avec l'euro. Ah mais marquons la pause, de retour, on va parler Copa América. Ça marche. Rudy Guzman est avec nous ce matin pour parler sport, football, parce qu'on a deux grands rendez-vous, je l'avais dit, c'est l'Euro 2021, 2020 qui se déroule en 2021, bien sûr Copa América qui se déroule au Brésil. Pour l'Euro, c'est 10 villes de différents pays. On va parler Copa América après la pause, restez avec nous. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point de ce matin. Ça parle sport, ça parle football, parce que ce vendredi va être lancé l'Euro 2020, 2021 si on veut, la Coupe d'Europe des Nations. Et dans 2 jours, ce sera la Copa América. Durant la première partie de l'émission, on a parlé de la Coupe d'Europe. Maintenant, on va s'attaquer à la Copa América. Avec nous ce matin, c'est Rudy Guzman qui est là pour nous aider à comprendre ces 2 compétitions et voir les perspectives d'ailleurs. Copa América, c'est pour l'Amérique ou une partie de l'Amérique? Plutôt une partie de l'Amérique, disons l'Amérique du Sud, la CONMEBOL, qui est la Confédération Sud-Américaine de Football. Donc si on voudrait être correct, on dirait que c'est una Copa Sudamericana, pas Copa América, puisque Copa América serait supposé, je dirais, intégrer toutes les équipes du continent américain. Ça ferait une belle compétition d'ailleurs. Tu imagines avec le Mexique, les États-Unis, le Canada, Haïti. Haïti, pourquoi pas? Bien sûr, Haïti. Et ça serait formidable de faire une compétition comme ça, comme la Copa América Centenario où les Grenadiers avaient été invités. Donc ça concerne effectivement l'Amérique du Sud. On parle de combien de pays là? Bon, on parle de tous ceux qui se sont qualifiés déjà. Ce sera de toute façon, tu sais, la même façon de groupe. Ce sera la même phase, tu sais, les groupes, pareil, qui se qualifieront pour la suite de la compétition. Il y a eu le même type de qualification. Maintenant, le problème, en fait, c'est qu'il y a eu des doutes jusqu'à la fin. Même au niveau des nombres de participants. Parce qu'il y a un contexte sanitaire qui est extrêmement particulier. Et ce contexte sanitaire a fait que le pays hôte a changé, que c'est le Brésil maintenant qui accueille la compétition. Donc ça laisse beaucoup d'incertitudes. Et je vais dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a même encore de l'incertitude concernant la participation de certaines nations, puisque tout dépendra évidemment du contexte sanitaire. Évidemment, on va en parler dans quelques instants. D'abord, c'était la Colombie qui a désisté à cause des crises sociales et politiques. Ensuite, l'Argentine, raison sanitaire qui a décliné l'offre. Et le Brésil, finalement, qui a accepté. Mais il y a des doutes, comme vous l'avez dit, on va en parler un peu plus tard. Maintenant, allons voir pour la compétition. On parle de Copa América. Et c'est des pays de l'Amérique du Sud, vous l'avez dit. Et cette année, ça va se dérouler au Brésil. La même question pour l'Euro. Est-ce qu'il y a des favoris Oui, il y a des favoris, il y a des équipes qui déçoivent également. Le Brésil, en tout cas, fait figure de favori. Et on sait que c'est toute fanatique Brésil en Haïti qui est content parce que, il y a aussi de prendre ligue, il y a Neymar tourné, ils ont pris la Copa América sans Neymar, maintenant Neymar est de retour. Est-ce que ils vont faire le doublé? Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, ils font partie des favoris parce que cette nation de football progresse. Il y a des jeunes joueurs qui prennent leur place de plus en plus. Il y a de l'expérience, il y a du talent. Physiquement, ils sont très bons. Techniquement, n'en parlons pas, c'est génial. Donc oui, le Brésil fait figure de favori dans cette compétition-là. Et c'est un beau favori. Ensuite, les autres équipes derrière, c'est assez mitigé. Je commence par l'Argentine, par exemple. Parce que, en pile monde, pas quoi en Argentine, parce que dans le match de préparation, en termes de jeu, c'était pas top. En termes d'intensité, il manque quelque chose. Peut-être même une âme à cette équipe-là. Et pourtant, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas enterrer cette équipe d'Argentine, parce qu'un match de préparation n'est pas un match de compétition.
Match de compétition, qu'on est motivé, qu'on est discipliné et tout. Un match de préparation, sur l'autre bagaille. Parce qu'en plus, dans les matchs de préparation, tu as peur de te blesser. Ok. Si tu te blesses dans le match de Pas préparation... rater la compétition. Ouais, si tu te blesses dans le match de préparation, tu risques de rater la compétition, tu risques de rater le début de saison avec ton club. Et ça peut coûter très très cher. Alors que là, dans les matchs de compétition, ils vont se donner à fond. Surtout l'Argentine avec Lionel Messi qui a pris énormément de critiques après les finales perdues, après le fait de ne pas avoir pris de titre majeur avec cette sélection-là. Donc, personnellement, je pense qu'il faut compter sur l'Argentine dans cette compétition-là. Ensuite, il y a d'autres nations qui ont tout pour être intéressantes, mais qui, pour le moment, ne montrent pas grand-chose, comme l'Uruguay. L'Uruguay, avec son arsenal offensif vieillissant, certes, mais expérimenté, avec une base défensive extrêmement intéressante, une capacité d'aller vers l'avant qui est tout à fait passionnante. Il y a le Chili, également, même si on a peut-être un peu trop vu le Chili ces dernières années en Copa América. Je ne vais pas dire malheureusement, mais presque, parce que nous connaissons qu'en Haïti, Munio Piremé, Brésil avec Argentine, ça veut dire Chili champion, félicitations. Oui, mais d'un point de fête. vue émotionnel, tu vois, c'est pas même bagaille. Donc il y a le Chili qu'il faut quand même compter dessus. La Colombie qui reste une sélection très intéressante, avec pareil des joueurs vieillissants, mais jeune génération qui arrive derrière, qui est plutôt forte. Vous parliez d'Argentine il y a quelques instants. Peut-on dire que c'est la coupe de la dernière chance pour Lionel Messi? Ou presque. Ou presque. Ou presque, parce qu'il y aura quand même le mondial 2022. Donc c'est ça la particularité en fait actuellement, c'est que tu as la Copa América en 2021 et puis le mondial tout de suite l'année prochaine. D'habitude, il y a toujours une année 2 ans. en attendant les deux. Donc presque la dernière chance. En tout cas, Lionel Messi a toujours un niveau extrêmement intéressant. Hein. Quand on voit ses statistiques cette saison, c'est fort. Même si avec le Barça, ça a été une saison un petit peu en demi-teinte, pas sur un plan personnel, mais sur un plan collectif. Je pense que là, il a encore une fois tout à prouver. Mais on juge l'Argentin, bien sûr, sur les titres remportés. Et une finale perdue, bien sûr, c'est pas un titre remporté, mais je pense qu'il y a quand même une certaine estime à avoir envers lui. Pourtant, je ne suis pas fan de l'Argentine, ni même du Brésil de toute façon, mais je le dis en toute objectivité. Certes, il y a eu des finales perdues, mais il faut quand même y arriver jusqu'en finale. C'est pour ça que l'Argentine, je ne l'enterre pas du tout, et je pense qu'avec un Lionel Messi au top, l'Argentine pourra faire un très très bon parcours. On va ouvrir une parenthèse rapidement, parce qu'on parle de Lionel Messi, et c'est quand même dans la tête des Haïtiens, ou pas seulement les Haïtiens, on se demande comment expliquer cette carrière de Lionel Messi au sein de l'Argentine. Comment comprendre qu'il soit aussi brillant au sein de l'équipe barcelonaise et ne peut pas porter l'Argentine jusqu'à un titre? Il est peut-être un petit peu trop catalan. Okay. Un petit peu trop espagnol, mais surtout catalan en fait. Parce qu'il est arrivé très très jeune au Barça, il connaît une certaine façon de jouer, même si sa façon de jouer a évolué après le passage de Luis Enrique, où il a appris à jouer un petit peu plus direct, à défendre aussi un petit peu plus notamment. En fait, au Barça, il est quand même entouré d'une équipe qui joue pour lui. Donc l'équipe joue pour lui et lui joue pour l'équipe. Quand il arrive en Argentine, c'est autre chose, parce que ça va dépendre du sélectionneur, de sa philosophie et de sa façon d'utiliser Lionel Messi. Et Lionel Messi n'a pas les mêmes repères en club qu'avec sa sélection. Je vais faire un parallèle avec Diego Maradona, qui lui a réussi à prendre des titres majeurs avec l'Argentine et en club également. Mais Maradona était un joueur capable de s'adapter à plusieurs types de football. Pas dit que Messi n'est pas capable, mais pour l'instant, il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas changé de club. Donc, il a toujours une certaine façon de jouer qui est bien ancrée en lui. Et cette façon de jouer ne correspond pas du tout à la façon de jouer de la sélection argentine. Donc, il y a deux solutions. Soit convaincre Messi de s'adapter à la façon de jouer de la sélection, soit convaincre la sélection qu'il faut jouer à la façon barcelonaise pour Lionel Messi. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis certaines années, malgré le fait qu'il y ait de très très grands joueurs en Argentine, on n'a pas réussi à avoir un Lionel Messi totalement flamboyant, même s'il a fait des coups d'éclat très intéressants. Mais on n'a pas vu le Messi du Barça jouer en Argentine. Maintenant, de son côté, Maradona, lui, tu vois, avait joué quand même pour le Barça, même si ça s'est terminé pas de manière très intéressante. Il a été au Napoli où il a fait quand même un parcours extraordinaire. Il est arrivé dans un club
je ne vais pas dire anonyme, mais presque, pour en faire l'un des meilleurs clubs d'Italie en quelques années. Donc il a connu différents types de football. Différents types de football, donc c'est forcément plus facile à s'adapter. Et pour briller en Italie, avec une équipe de seconde zone, il faut vraiment être très très fort dans sa capacité d'adaptation, dans sa volonté de progresser, d'évoluer, de muter aussi dans sa façon de jouer au football, ce qui n'est pas le cas malheureusement en fait de Lionel Messi. Voilà, et c'était une parenthèse comme je l'avais dit. Maintenant, revenons à l'Euro et à Copa América. Situation oblige, je vais vous demander, Audi, de faire une comparaison parce que c'est quand même deux compétitions qui vont se dérouler en même temps. Pour l'Euro, c'est du 11 aujourd'hui au 11 juillet. Pour la Copa, c'est du 13 au 10 juillet. Bon, et comme je l'avais dit, c'est quand même 12 pays, pas 10, c'est 12 villes qui vont recevoir l'Euro 2021. Comment vous pouvez comparer ces deux compétitions? Comment vous les voyez dans votre tête dérouler simultanément? Oui, je vais comparer sur 2 points. Le premier point, ce sera sur l'aspect sportif et le deuxième point sur l'aspect organisationnel. Très bien. Sur l'aspect sportif, l'Euro est une compétition nettement plus relevée, dans laquelle on voit du football bien plus intéressant. Pour ne pas te mentir, la première fois que j'ai vu la Copa América de ma vie, c'était en 2015. Ah ouais. Parce que sur mon continent, on ne diffuse pas vraiment la Copa América. Je vais même te dire que ça n'intéresse pas les Européens. Cette compétition ne l'intéresse pas. C'est seulement cette année que je vois qu'une chaîne française, l'équipe, gratuite, qui va diffuser certains matchs. Donc ça va permettre aux gens de découvrir un petit peu cette compétition. Alors, en pile monde en Haïti dit, bon, bah, vous manquez tout ça que t'es bon en Copa América, notamment la fin des années 90, début des années 2000. Ça a été une très très belle compétition. Oui, je l'ai manqué effectivement. Mais de ce que j'ai vu depuis 2015, il y a des matchs qui sont... qui sont pas terribles du tout, tu vois, en termes de jeu. Et pourtant, le football sud-américain a son image. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Quand vous avez l'Argentine d'un côté, le Brésil de l'autre, on parle du football sud-américain, comment expliquer cette Oui, justement, et on peut même citer le Chili, l'Uruguay, la Colombie. On est supposé voir un football, je dirais, fleuri, mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui viennent d'Europe et qui doivent se réadapter à des coéquipiers qui, eux, évoluent au pays. Et du coup, tu te retrouves avec une espèce de mélange qui ne prend pas forcément forme, en tout cas sur les dernières années. Donc en termes de jeu et de niveau, l'Euro est une équipe qui se démarque quand même nettement, parce qu'en Europe, en général, tous les joueurs évoluent également en Europe. C'est très rare de voir un joueur évoluer en Amérique et puis venir jouer la Coupe d'Europe, c'est assez rare. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. Mais en Europe, c'est vraiment un tout autre niveau. D'ailleurs, si on voudrait faire un classement des compétitions relatives aux confédérations, l'Euro arriverait en tête, la Copa América ensuite, et puis ensuite on pourrait parler de la Coupe d'Asie, la Coupe d'Afrique des Nations qui progresse, mais qui d'un point de vue tactique est quand même relativement faible, la Gold Cup. Donc, maintenant, une seconde, comment, bon, je peux prendre l'exemple sur vous ici à Métropole, comment vous allez gérer la situation? Est-ce qu'il n'y a pas des matchs qui vont se dérouler en même temps pour la Copa et l'Euro? Est-ce que vous avez déjà pensé à cet aspect? Bon, on a tout planifié. Il faut dire qu'il y a un gros travail qui est fait à Métropole en coulisses, que ce soit par le staff sur le plateau, on y reviendra sur le staff tout à l'heure justement, mais aussi par la direction. Et on a fait un calendrier dans lequel on va diffuser l'intégralité de l'Euro et les meilleures affiches de la Copa América. Parce que, bon, très sincèrement, si tu tombes sur 2 équipes de seconde zone en Copa América, c'est pas forcément intéressant. On se concentre surtout sur l'Euro et puis Brésil-Argentine. Et pourquoi pas, s'il y a d'autres belles affiches, on va les diffuser. Donc c'est notre choix. Et je pense que c'est un choix tout à fait correct. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'offrir un beau spectacle à nos téléspectateurs. Donc je pense qu'on a un staff déjà de qualité sur le plateau. Il faut en plus y mettre les matchs de qualité. Donc c'est notre choix. Maintenant, en termes d'organisation, allons voir. Et on est dans une période assez compliquée comme ça avec la pandémie de coronavirus. Pendant un moment, les stades étaient vides, les matchs étaient déroulés à huis clos, si on peut le dire ainsi. Oui. Pour ces 2 compétitions, quels sont les principes établis? Est-ce qu'on peut appeler ça principe? Bon. Ça, c'est des tentatives de principe peut-être, mais dans les 2 cas, dans les 2 compétitions, pour moi, c'est une véritable mascarade. Parce que déjà en Europe, on veut limiter la propagation du virus, même si de toute façon il est partout maintenant, il est partout en Europe. Mais
quel est le sens de faire un match dans telle ville ? À la limite, tu peux te faire contaminer. Et puis le match suivant, tu vas le jouer dans l'autre ville d'un autre pays. Et puis aller apporter le virus, parce que tu peux être asymptomatique et puis quand même pouvoir avoir le virus en toi sans même le savoir au début en tout cas. Donc ça n'a pas de sens. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu changer cette façon-là ? Peut-être, puisque l'année dernière en Ligue des Champions, il y a eu le Final 8, à savoir les équipes qui se sont rencontrées dans une même ville pour la fin, dans un même pays. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu créer, je dirais, une bulle dans un pays, dans une ville en particulier qui possède plusieurs stades, pourquoi pas, ça existe, et puis faire l'Euro comme ça. Je pense que d'un point de vue sanitaire, ça aurait eu beaucoup plus de sens. Mais l'UEFA n'a pas su, ou pas pu, en tout cas, modifier cette organisation. Ensuite, on change de continent, on passe en Copa América. C'est pas mieux. C'est pas mieux, puisqu'il y a eu des désistements, comme tu l'as si bien précisé tout à l'heure, pour au final choisir le Brésil, qui était certainement l'un des pays les plus dangereux d'un point de vue sanitaire à choisir. Alors, il y a eu une tentative de boycott de la part des joueurs brésiliens en disant non, nous, on vient d'Europe, on ne va pas retourner au pays, alors qu'il y a il y a le virus qui circule énormément. Donc, d'un point de vue sanitaire, ça n'a absolument aucun sens. C'est pour ça que je parle de mascarade des deux côtés, parce que je m'attendais, tu vois, à une capacité de réaction un petit peu plus rapide. Je veux bien reconnaître, tu vois, qu'on soit dans une situation compliquée, inédite aussi. Notre génération n'a pas vécu de situation comme celle-ci, mais le virus n'est pas là depuis hier. Il est là quand même depuis quelques temps. Je veux bien comprendre qu'au tout début, on fasse quelques erreurs, par exemple annuler le Ballon d'Or. Il n'a pas forcément de sens, puisque maintenant on organise des événements alors que le virus circule encore plus. Comme la fin des championnats. Là, je peux comprendre la fin des championnats, à la limite, même si l'Allemagne a pu reprendre et elle nous a montré un bel exemple. Donc, je parle de mascarade parce qu'il aurait fallu une capacité de réaction beaucoup plus intéressante, tout en se basant sur les leçons qu'il y a eu dans le passé récent, en tout cas, parce que le Covid n'est pas là depuis hier. Et l'organiser au Brésil, c'est dangereux. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été adoptées, des critères ? Est-ce qu'il y a un nombre de participants dans chaque stade ? Est-ce qu'il y a des critères comme ça qui ont été établis ? Oui, qui ne sont pas forcément logiques non plus. Et il faut en parler. Par exemple, si tu as trop de cas de Covid dans ton équipe, tu peux être exclu de la compétition. Vous parlez des joueurs et des joueurs. Des joueurs. Des joueurs. Exclu de la compétition. Exclu de la compétition. Par exemple, si tu as trop de cas de Covid, tu peux être exclu de la compétition. Ce qui est une décision profondément injuste. Parce que on peut être exclu, par exemple, on s'est mal comporté, on a triché. C'est votre choix, ça. Voilà, on a fait une erreur, on est puni, on l'assume. Mais là, pas aucune équipe qui est capable de maîtriser le virus, non. Ils ne peuvent pas le maîtriser. Et donc, être sanctionné pour quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est profondément injuste. Alors, qu'est-ce qui aurait pu être décidé ? Il aurait pu être décidé que chaque équipe pouvait avoir un réservoir de 5 à 10 joueurs. C'est ça. Qui ne sont pas avec le groupe principal, mais, je dirais, encadrés par un autre staff technique et qui pourraient se tenir prêts en cas de cascade de cas de Covid. Or non, il a tout simplement été décidé que l'équipe serait exclue. Donc ça, c'est encore une fois... Comment il détermine trop de cas de Covid ? Il y a un chiffre ? Il y a un chiffre, mais il faut avoir 13 joueurs. Si ensuite tu en as moins, je veux dire, pour jouer, tu seras exclu de la compétition. Alors, ça pose pas mal de questions. Ça pose pas mal de questions parce que être exclu pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est injuste. Donc ça, c'est pour Copa América ou pour l'Euro ? C'est surtout pour l'Euro. Okay. Mais pour la Copa América, il y a d'autres mesures qui vont arriver là dans les tout prochains jours parce qu'il faut savoir que c'est un nouvel organisateur. C'est dans une situation extrêmement difficile au Brésil. Mais bon, les autorités sont en train de nous rassurer sur le fait que toutes les mesures sanitaires seront respectées, les gestes barrières, etc. Mais, encore une fois, on peut jouer au football, mais il faut surtout mettre les joueurs dans leur bulle. S'il y a un joueur contaminé, tout de suite le retirer. Mais je reviens quand même sur cette question de sanction. Si tu menaces de sanctionner une équipe pour quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, ne sera-t-elle pas tentée de vous cacher la vérité. Cacher la vérité, la dissimuler. Alors que si tu dis à une équipe, bon écoute, tu peux avoir un réservoir de 5 à 10 joueurs, bon bah voilà, ça arrive, il y a un cas de Covid, bah, tu rentres chez toi, on va le remplacer par un autre. Mais en mettant cette menace de sanction au-dessus de la tête des sélections, ça risque peut-être d'inciter certaines nations à contourner un petit peu et donc
a contribué à faire circuler le virus sur le terrain. Ouais. Donc pour moi, c'est une mesure qui est contre-productive, qui est injuste, mais qui malheureusement est en place. Alors, les tests sont effectués chaque jour sur les joueurs ou... Il y a des tests le plus souvent possible. Journaliers, pas forcément. Ok. Pas forcément. Mais ça, ce ne sont pas les organisateurs qui réalisent ces tests, c'est l'équipe de son côté qui... C'est l'équipe, mais sous contrôle. Ok. Sous contrôle. Mais qu'est-ce que ça veut dire un test? Je peux très bien faire le test aujourd'hui, je suis négatif, mais après-demain, je suis positif. Tout à fait. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, comprendre qu'il faut quand même faire des tests. En termes de participation, et est-ce qu'on limite le nombre de personnes à avoir accès au stade? Bon, la jauge devrait être de 5000, même si, comme je l'ai dit... La capacité du stade. Comme je l'ai dit lors de la présentation de l'Euro tout à l'heure, la situation en Europe est rassurante, je dirais. Il y a plus de cas de Covid maintenant qu'au début, après le premier confinement, par exemple, en France, il y en a plus. Mais avec les perspectives, en fait, on voit le bout du tunnel, si on va avec la vaccination, notamment, avec l'immunité collective, dont on en a parlé beaucoup. Donc, ça pourrait évoluer, en tout cas pour le spectacle, ça serait une très bonne chose. Mais si on prend un exemple, il y a eu un match de championnat chinois il y a 3 semaines, avec 30 000 personnes dans le stade, un stade de 70 000 places. Il y a eu 30 000 personnes, donc on voit que le virus est arrivé de la Chine, la solution, enfin, le bout du tunnel arrive de la Chine également, donc il y a peut-être un mieux à attendre d'ici la fin de la compétition. On voit bien il y a du public à Roland-Garros et ça fait du bien. Ok, la dernière question, Woody. Malgré la situation sanitaire du monde, donc ces compétitions vont avoir lieu. Certains parlent d'une multiplication de compétitions. Alors, c'est pour le sport, pour l'argent ou les deux? Comment vous le voyez? Le sport, c'est compliqué de dire que c'est pour le sport. Il y a trop de compétitions. Il y a des pays comme la France qui ont supprimé une coupe nationale. Par exemple, ils ont supprimé la coupe de la Ligue. Je dirais Dieu merci, parce qu'au moins ça allège le calendrier. Mais l'Europe, avec sa Ligue des Nations, qui n'a pas pris auprès des fanatiques, hein, ils n'ont pas accroché avec cette compétition, elle n'est pas forcément nécessaire. Ensuite, le calendrier est très lourd. Les championnats sont très longs. Et on a, avec ces cas de Covid, donc les joueurs qui s'arrêtent, qui reprennent, tout ça, des cas de blessures énormes. Par exemple, un club comme le Real Madrid a eu 60 blessures sur une saison. Donc les organismes sont fatigués, perturbés, la préparation est perturbée, et donc ça se ressent sur le terrain. Il faudrait bien sûr un allègement du calendrier, se poser la question sur la fameuse Ligue des Nations, ça c'est pour les pays qui jouent. Donc pour moi c'est avant tout une question d'argent. Mais le problème c'est que c'est vital. On ne peut pas faire de football sans argent. Les clubs ont besoin d'argent, ils ont perdu énormément. D'ailleurs c'est peut-être ça, Real, Barça avec Juventus, Tevlé font Super League pour concurrencer la Ligue des Champions, c'était une question d'argent. Mais même si le monde entier du football les ont critiqués, il y avait du sens parce qu'ils ont perdu tellement d'argent. Pour survivre, il faut trouver d'autres solutions. Et ils ont réussi à mettre la pression maintenant sur l'UEFA pourvu que ça change. Mais c'est surtout et avant tout une question d'argent et donc de survie. Ah ben voilà. Et puis un petit rappel sur l'équipe de Métropole, les rendez-vous. Bien sûr, bien sûr. Alors je vais le présenter un par un. Il y a John Cherry. John Cherry qui est l'indéboulonnable, le monument, entre guillemets, de l'équipe sportive. Avec l'histoire de sa tête. Là depuis très longtemps. Ensuite, il y a Grégory Bleuciel qui est là depuis 5 ans. Grégory qui est spécialisé dans le play-by-play à l'européenne. C'est un petit peu son style. Et qui fait aussi de bonnes analyses. Donc double casquette pour lui. Il y a Clavéus qui nous a rejoint en janvier pour la Ligue des Champions, qui est surtout spécialisé dans les commentaires en direct, le play-by-play. Et moi-même, Rudy Brugman, qui fait surtout les analyses, mais également du play-by-play de temps en temps, quand l'inspiration est là. Ouais. Voilà, donc c'est l'équipe qui va vous accompagner durant ce mois de football. C'est 2 compétitions, 1 mois, et c'est parti ce vendredi pour l'Euro. Vous serez là tout à l'heure. Vous allez lancer Oui, on commence avec Turquie-Italie, enfin, Italie-Turquie. Un beau match vraiment avec une équipe italienne qui, enfin, je dirais, est en train de renaître de ses cendres, une jeune génération qui est absolument superbe. Et puis la Turquie, qui est une équipe très solide avec des joueurs offensifs âgés mais talentueux. Donc je pense que ça va être un beau match, ce sera au Stadio Olimpico de Rome. Voilà, c'est parti pour un mois de compétition sur Métropole. Fan Avomark, sponsor Avomark, l'équipe est disposée, la direction
est à fond derrière l'équipe. Donc maintenant, il reste à vous de choisir Métropole, soit pour vous amuser ou encore pour supporter. Eh bien, moi, je me retire. Hein. Merci, Woody, d'avoir été avec moi. Merci à toi et merci pour l'invitation et m'inviter vraiment tout le monde à suivre les compétitions sur Télémétropole. Bon mois de sport avec Métropole. Excellent week-end. C'était un plaisir d'être avec vous. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.